Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous allons essayer de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez, sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir, Abdelbil Marzouqi, vous êtes professeur d'économie et de finance au sein de l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'être avec nous. Mohamed Kitsani, vous êtes expert banquier et ex-banquier, 25 ans à la banque. Et Zakaria Ferrano, vous êtes professeur d'économie et de finance également au sein de l'université Mohamed V de Rabat. 2015 aura été une très mauvaise année pour le crédit. Banque Al-Maghrib affiche une croissance de seulement 0,5%, confirmant la prévision de janvier 2016. Pour vous faire une idée, cette progression était en 2007 de plus de 29% et qui n'a cessé de baisser depuis. Baisse de confiance, trop de prudence de la part des banques, immobilier en berne, peu de projets à financer, autant de questions que l'on peut se poser pour expliquer ce manque de financement alors que le niveau de liquidité ne présente aucun problème. Quel impact sur notre économie et sur nos vies, à nous, en tant que consommateurs? Quelle place et quel rôle pour la finance participative dans un tel contexte? Crédit en berne. Mais que se passe-t-il? C'est le titre de l'émission de ce soir. Les constats sont unanimes, le crédit bancaire tourne toujours au ralenti. En 2015, le crédit bancaire n'a réalisé qu'une modeste remontée de 0,5% selon les chiffres de Banque Al-Maghrib. Mais en analysant plus en détail les chiffres de 2015, on constate que ce sont surtout les crédits aux sociétés financières qui ont permis au secteur de clôturer l'année de 2015 sur une croissance plus élevée que celle réalisée en 2014. Le rythme de progression des crédits bancaires signe ainsi sa pire performance depuis 15 ans, rappelant qu'il s'inscrit dans un train de baissier depuis 2012. Ces situations montrent clairement que les décisions politiques monétaires prises il y a un peu plus d'un an pour relancer la croissance, à savoir les deux abaissements du taux directeur opérés en septembre et en décembre 2014, n'ont quasiment eu aucun impact sur l'évolution du financement bancaire et donc sur l'économie réelle. Inquiète, la Banque centrale s'est réunie en fin janvier avec le groupement professionnel des banques du Maroc et la Confédération générale des entreprises du Maroc. L'enjeu est double, comprendre l'origine de cette problématique et surtout trouver des solutions en vue d'accélérer la croissance du crédit bancaire. Une commission a été créée à la suite de cette rencontre. Objectif, proposer un plan d'action pour résorber cette baisse. Mais quelles sont les vraies raisons du ralentissement du crédit bancaire? S'agit-il d'un problème d'offre de crédit ou de demande? Selon les banquiers et les chefs d'entreprise, ce sont les deux à la fois. Le premier facteur explicatif est la conjoncture économique, le second, les conditions d'accès au crédit. Le défi s'annonce de taille, les faibles précipitations et l'imminence des échéances électorales avaient limité l'impact de l'investissement sur le PIB. Déjà la consommation et l'investissement, deux éléments qui influent sur la demande, sont orientés à leur tour à la baisse. Bien messieurs, on va essayer bien sûr de comprendre ce qui se cache derrière ce 0,5% qu'on peut lire dans la presse spécialisée, dans la presse économique, avec le challenge de bien pouvoir passer derrière, on va dire, toutes ces statistiques et de comprendre les implications que ça peut avoir au niveau des entreprises et au niveau de particuliers comme nous qui voulons prendre un crédit, soit pour financer l'achat d'un bien ou une voiture ou tout autre type de biens de consommation. Alors, 0,5% affiché en termes de progression du crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une décélération du taux de croissance des crédits bancaires. Ça veut dire que le rythme de croissance a baissé ces dernières années. Donc depuis déjà de 2007-2008, donc on a observé qu'il y a un taux de croissance qui baisse année en année. Alors cela peut-être est dû à la crise financière internationale, donc ces répercussions qui viennent d'atterrir au Maroc dernièrement. Peut-être cela est dû aussi donc à la crise immobilière au Maroc. Donc là, il y a une crise de l'immobilier. Les gens. Enfin, il y a un tassement, il y a une correction. Ouais, voilà. Donc. On pourrait avoir le jargon pour utiliser le mot crise. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, le mot crise n'est pas tant utilisé que ça. Voilà, donc il y a stagnation, si vous voulez. Donc il y a une hibernation là, donc du secteur immobilier. Comme vous le savez, le secteur immobilier, c'est le locomotive de l'économie. Hein. Donc là, si l'immobilier va. Quand le bâtiment va, tout va. Voilà, tout va.
Bon, de prime abord, je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez faite durant cette émission, qui m'est très chère. Bon, 0,5%. Ça me fait plaisir d'entendre. Bon, 0,5%. Un chiffre comme ça, pour le cas du Maroc, c'est un petit peu, je dirais, surprenant ou un petit peu choquant. Pourquoi? Parce que si on revient un petit peu dans l'histoire du crédit au Maroc, ce qui m'inquiète, c'est pas 0,5%, mais c'est la tendance baissière qu'a enregistré le crédit. Je l'ai bien dit, voilà. depuis 2007. Voilà, c'est ça ce qui est inquiétant. Mais là, pour pouvoir analyser cette baisse, il faut revenir un petit peu dans l'histoire. Ce qui nous inquiète, c'est que dans 2007-2008, il y avait un certain boom du crédit. Mais pas tous les crédits. Il y avait le crédit immobilier qui a un petit peu enregistré des taux qui étaient très très importants. Ça avoisinait 50%. Et si on prend la moyenne un petit peu du crédit de croissance, ouais. Voilà. C'est on va bien faire la différence entre taux de croissance du crédit et taux de croissance du crédit, parce que c'est taux de croissance du crédit et aussi en glissement annuel. Ça veut dire si on prend un glissement annuel. Très bien. En prenant ça, on remarque un petit peu si en moyenne, ça veut dire si on prend tous les crédits confondus, ça veut dire équipement, consommation, immobilier, trésorerie, on était à 27 à 30%, ça veut dire à deux chiffres. Très bien. Bon, là, on se pose la question, est-ce que vraiment cette croissance était celle qui était, je dirais, attendue par le Maroc? Est-ce qu'elle était expliquée par des fondamentaux économiques ou c'était vraiment un certain boom? Donc ça, c'est des choses qu'on doit expliquer à ceux qui nous écoutent aussi pour pouvoir comprendre ce tassement et ce ralentissement, ce redressement du crédit. Bon, maintenant, ce qui est l'état actuel, c'est que ce qu'on remarque sur le compartiment crédit, sur le marché du crédit, c'est que tous les crédits, dans leur globalité, sont en train de baisser. Que ce soit le crédit trésorerie, donc ce qui finance les découvertes des entreprises, qui finance le jour des entreprises, et le crédit immobilier qui est aussi en train de baisser, et surtout à cause du crédit habitat, donc qui n'arrive pas à y aller. Et aussi, ce qui est grave pour l'investissement au Maroc, c'est le crédit équipement. Le crédit équipement aussi, il enregistre une certaine baisse. Bon, ça c'est dû pour plusieurs raisons. Bon, je peux rebondir sur le fait que la croissance économique aussi, elle n'est pas à ce qu'on attendait, 5%, 6%, donc elle est un petit peu entre 2 et 3%. Ça peut aussi être, je dirais, dû à d'autres problématiques qui sont d'ordre microéconomique au niveau des banques et aussi au niveau de l'offre et la demande. Et ça, on peut revenir sur cette question d'offre et la demande. Ça veut dire, est-ce que les banques répondent vraiment aux besoins des entreprises et aussi ou des particuliers? Est-ce que aussi c'est un problème de risque? Ça veut dire, les projets qui sont demandés pour financement, qui sont proposés pour financement, soit par les individus, soit aussi par... Vous êtes en train de poser toutes les questions que j'allais vous poser, mais grillez pas tout, parce qu'on va y arriver. On va très bien. Mais globalement, ce qui était communiqué par BAM, ce qui était communiqué officiellement durant les dernières statistiques de janvier 2016, ils affirment que la plupart des crédits sont en tendance baissière. Il y a aussi le crédit de trésorerie qui finance le jour. Il est en tendance, je dirais, en termes de croissance négative. Et ça, c'est vraiment très alarmant pour le cas du Maroc. En vous écoutant, on voit bien que l'ensemble des types de crédits, alors crédits particuliers qui nous concernent, c'est-à-dire en gros si je veux aller prendre un crédit immobilier ou un crédit à la consommation ou un découvert, il y a aussi le crédit investissement pour les entreprises qui veulent investir, et puis bien sûr il y a le crédit bien sûr de trésorerie pour les entreprises. Sixteni. Alors, première chose, la banque n'est pas une entité, enfin le système bancaire n'est pas un îlot isolé de son environnement. Il reflète un peu l'état de son environnement. Donc il n'est que le miroir de ce qui se passe un peu dans l'économie. Il faut bien le constater. Alors effectivement, il est acteur aussi. Il est acteur. Il est acteur, mais c'est à double sens. Oui. C'est à double sens. Deuxièmement, force est de constater quand même que la croissance du PIB n'a pas été des meilleures sur ces 3 ou 4 dernières années. Donc il y a déjà un aspect macroéconomique, comme il a été dit, et dont il faudra tenir compte. Maintenant, il y a peut-être des nuances à faire au sein même de la stratification des crédits. Sur les crédits, effectivement, de trésorerie, je suis tout à fait d'accord, il y a une baisse, et ça traduit donc ça doit être sérieuse. Il y a aussi le crédit à l'investissement qui s'est tassé, peut-être de manière un peu moins prononcée que le crédit de trésorerie, et on essaiera de comprendre tout à l'heure pourquoi. Et il y a aussi donc les crédits les crédits habitat, parce que dans les crédits immobiliers il faut éclater. Vous avez le crédit au promoteur immobilier et vous avez le crédit à l'habitat. Sur le crédit habitat, d'après les chiffres qu'on voit, il semblerait que ça se maintienne. On reste à, je crois, de mémoire 160 milliards ou quelque chose comme ça. Ça s'est peut-être tassé, mais ça s'est quand même maintenu. Ça veut dire que les banques... En janvier 2016, on a plus
un point, quoi. Je parle sur l'année, sur l'année 2015. Ça montre aussi la tendance parce que ce qui est l'immobilier. important, c'est de voir, comme a dit monsieur, c'est voir la tendance. Et d'ailleurs, la vraie analyse serait d'analyser non pas les positions flash fin de mois, mais plutôt les moyennes mensuelles. C'est plus parlant. Mais ça, bon, c'est difficile d'avoir ces chiffres-là. Donc, sur le crédit habitat, lui, il s'est maintenu. Sur le crédit immobilier, je suis d'accord, de décembre 2000, enfin, on va dire de janvier 2015 à décembre 2015, on a perdu à peu près 10%, ce qui est quand même très significatif. Alors maintenant, le pourquoi de la chose, bien sûr. Alors, on a parlé de la microéconomie, on a parlé aussi, voilà, on a fait la nuance entre chaque part de crédit. Maintenant, les raisons, et il y en a plusieurs. La demande aussi adressée au Maroc a baissé. Il faut savoir que nous, avec la crise de 2008... À l'export ? Bien sûr. La crise de 2008, on y est rentré, elle est arrivée en 2008, mais le Maroc y est rentré un peu plus tard. Donc forcément, peut-être, je dirais, on en sort un peu plus tard. D'accord ? Les crédits jusqu'à 2011, 2010-2011, s'étaient maintenus à un rythme de croissance qui n'est pas négligeable. Alors que la crise de 2008 dans les autres pays avait déjà commencé à avoir ses effets. Donc on est rentré un peu plus tard, on en sort un peu plus tard. Mais ce n'est pas la seule raison. D'accord ? Il y a eu des choses qui se sont passées sur le marché marocain. Par exemple, ne serait-ce que le phénomène de la décompensation. D'accord ? Il y a eu, les autorités ont pris des mesures pour que les subventions puissent être levées sur un certain nombre de produits, dont les carburants. L'État n'a plus besoin de subventionner. Donc, les gens qui vendent du carburant, ils sont directement payés par le consommateur. Ça fait des crédits de trésorerie en moins. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est mécanique, ça. Bien sûr. Oui. Le prix du baril a baissé. Donc, pour le même bateau, vous savez qu'une cargaison de pétrole, allez, on va donner un ordre de grandeur, c'est entre 80 millions et 120 millions de dollars. Pour la même quantité, les prix ont chuté quand même de 70%. Donc, pour la même quantité, donc le besoin est là, mais pour la même quantité, vous avez payé au moins 50% moins. Donc mécaniquement, vous avez besoin de financement. Le mais bien entendu, a baissé. Mais bien entendu. Ça, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais pour ce secteur-là, donc ça, c'est un indicateur mécanique. Absolument, absolument. Mécanique à ce niveau-là. Alors, j'aimerais juste bien faire la part des choses entre les différents types de crédits, mais avant cela, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser cette question-là, c'est, on va dire, la première raison, c'est de dire qu'il n'y a pas d'argent à donner. Est-ce qu'il y a suffisamment de liquidité sur le marché? Parce que quand je disais en 2007, lorsqu'on avait 29% de taux de croissance, on était dans une situation de surliquidité, finalement, beaucoup d'argent à mettre sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a assez? Je pense que c'est oui, il y en a assez. Donc il y a pas de problème de liquidité, surtout que la banque centrale, donc elle a baissé le taux directeur, donc de 3 à 2,5 maintenant. Et moi, j'ai entendu parler tout à l'heure que même il compte l'abaisser encore davantage. Le taux de réserve, là, lui aussi, donc, il a baissé. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de liquidité, mais c'est un problème lié peut-être donc à, comme a dit mon collègue, à la décompensation. Ça, c'est un élément. Et c'est peut-être dû aussi aux règles prudentielles qui sont très rigides. Après la crise, donc, les banques marocaines, la Banque centrale, donc, peut-être qu'ils ont donc accentué les règles prudentielles. Donc là, les gens qui ne sont pas solvables ne peuvent pas accéder assez facilement donc, au crédit. Donc, mais je pense pour la liquidité, donc, je pense qu'il y en a. Donc, il n'y a pas de problème de liquidité. Les banques cherchent avec tous les moyens d'attirer les consommateurs pour avoir des crédits. Alors justement, règle prudentielle, essayer d'attirer les clients pour le crédit, on est toujours dans cette équation de pouvoir avoir une balance entre le risque et accorder des crédits. Je voudrais juste revenir sur la question de la liquidité. Lorsqu'on parle de liquidité, si on prend le jargon bamien, ça veut dire si on prend le jargon de BAM, donc comment il mesure la liquidité. Banque oui. Voilà, Banque El Maghrib. Donc on va dire que la liquidité bancaire, c'est un petit peu ce qu'on appelle la position de liquidité des banques. Donc la Banque centrale, elle calcule toujours la position de liquidité. Ça veut dire, est-ce que les banques, ils ont un excès de liquidité ou un besoin de liquidité?
Bon, si on ne connaît pas cette position, on ne peut pas dire est-ce que les banques ils ont suffisamment de liquidités. Bon, globalement, si on voit les statistiques de Banque al Maghrib, ce qui a été affiché, donc les dernières statistiques jusqu'à janvier 2016, bon, la position de liquidité des banques, il est excédentaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un certain besoin énorme. Et ça se reflète également dans les interventions de banques. Ça veut dire les interventions sur le marché monétaire. Les interventions, ils ont commencé à baisser. Bon, on est loin maintenant de ce qui était 70 milliards et tout ça. Bon, parce qu'il y avait plusieurs raisons. On va rentrer dans ça après. Mais ce qu'on constate maintenant, c'est que il n'y a pas uniquement que la liquidité, il y a un autre problème. On remarque que les taux d'intérêt ils continuent un petit peu à stagner. Ça veut dire le risque qui est articulé à travers le taux d'intérêt, à travers la prime de risque, ils sont en train de stagner. Ça veut dire si on regarde la dernière communication des taux débiteurs, on va voir qu'il arrive même le crédit d'équipement, le taux d'intérêt, il baisse. Alors attends, avant qu'on arrive au taux, j'aimerais juste finir sur les liquidités parce que c'est important de comprendre aussi de quelle manière ça joue et quel indicateur de santé de l'économie ça représente. Lorsqu'on a beaucoup de liquidités, c'est-à-dire qu'on a en gros les dépôts des banques et l'argent qu'achètent les banques pour financer l'économie. Oui. On est bien d'accord sur cette définition. C'est schématise, mais en gros c'est ça sur le niveau de peut-être je vais faire ça par analogie et pour que les gens qui nous regardent aujourd'hui puissent peut-être toucher du doigt ce que c'est cette notion de liquidité, parce qu'on a l'impression un peu que c'est un peu le monstre du Loch Ness. Oui, quand on lit ça dans les journaux, on dit baisse de liquidité. C'est quoi la liquidité? A baissé, augmenté. Qu'est-ce que la liquidité pour un marché financier? Je vais essayer de faire une analogie un peu à titre didactique, on veut dire. Je vais dire que la liquidité est au marché financier ce que le sang est au corps humain. D'accord? La liquidité oxygène le corps, et donc le marché financier, et on a besoin de cette liquidité. Alors il y a deux conditions indispensables, c'est qu'il faut qu'il y ait de la liquidité, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'elle tourne. C'est comme dans le corps humain, il faut que le sang tourne pour réoxygéner tout le corps. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Quand il y a des tensions sur le marché, on dit manque de liquidité, etc. C'est comme si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu as pris ta tension aujourd'hui? Oh là là, tu es à 11, c'est pas bon. Il te faut de magnésium, il te faut du fer. Vous voulez pas me faire un don du sang là? Non, moi je pose la question. Et quand la tension est à 17 sur le corps humain, si je transpose ça par rapport au marché financier, il y a de la surchauffe. Qu'est-ce qu'on fait? Nos amis régulateurs vont prendre des mesures et vont dire attention, je vais augmenter le taux de la réserve, je vais augmenter le taux de directeur, je vais faire l'opération d'open market, etc. Enfin, tous les outils qu'ils utilisent. Donc, juste pour comprendre un peu. Maintenant, la liquidité, pourquoi on était en manque de liquidité et pourquoi nous sommes aujourd'hui en liquidité? Tout simplement parce que d'abord les besoins ont baissé, ce qu'on essaie d'expliquer, mais la demande a baissé. La demande sur le crédit a baissé. On va faire la tendance parce que c'est vrai que lorsque on a fait des émissions sur ce plateau avec les représentants des entreprises, que ce soit la CGEM, des représentants de petites et moyennes entreprises, le discours à chaque fois les banques disent il n'y a pas de demande et de l'autre côté les PME disent les banques non, je pense qu'aujourd'hui la liquidité est là, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs si je prends pour un indicateur, c'est le taux de remploi des banques, c'est-à-dire le total emploi, c'est-à-dire les totaux crédits divisés par l'ensemble des dépôts, il était à 100, aujourd'hui on est inférieur à 100, donc légèrement inférieur, pour qu'on soit clair. Ça veut dire que la liquidité s'est nettement améliorée et effectivement, les interventions de la Banque centrale ont nettement baissé. On était à 76 milliards, aujourd'hui on est à moins de 20, on doit être sur 15 ou quelque chose comme ça. Donc c'est clair, c'est pas un problème de liquidité aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas donc un problème de demande, reconnaissons-le. La crise étant passée par là, les banques sont peut-être devenues un peu plus regardantes sur le crédit. Donc c'est tout à fait normal, avec les règles prudentielles, etc. Donc il faut garder ça à l'esprit. Alors, ça là-dessus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler des taux, parce que lorsqu'on baisse les taux, encore une fois, on rentre dans cette équation prudence, besoin des banques, c'est quand même leur métier de vendre de l'argent pour gagner de l'argent, c'est quand même le métier de la banque. On baisse les taux, c'est-à-dire qu'on a besoin de rendre plus accessible le crédit, et en même temps, on se dit, on va pas tout financer parce qu'on a peur des impayés et des problèmes. D'ailleurs, on a des chiffres sur les impayés. Voilà. On verra si on est bon dans ça. Voilà. Ouais. Bon, on va revenir sur. Moi, je voulais pas. J'évite un petit peu de parler des raisons, parce que les raisons, il y en a plusieurs, mais aussi c'est un sujet qui est très important. Il faut lui consacrer un petit peu de temps. Très bien. Je reviens juste sur la liquidité. La liquidité, vous l'avez expliqué d'une manière très agréable et très compréhensive. Mais sur le plan un petit peu technique, si on veut comprendre un petit peu la liquidité, il faut qu'on regarde quels sont les facteurs qui améliorent la liquidité du système bancaire. Ça veut dire notre système bancaire, dans toutes les banques qui sont sur la place, qu'est-ce qui fait qu'il améliore ou qu'il rétrécit leur liquidité? Nous avons trois facteurs. Il y a, je dirais, trois acteurs. Il y a le trésor, donc les opérations du trésor, il ne faut pas oublier ça. Il impacte d'une manière grandissante la liquidité bancaire. Il y a aussi la circulation fiduciaire, ça veut dire ce qu'on détient, nous,
et ce qu'on utilise en tant que monnaie fiduciaire, ça veut dire ce qu'on utilise en termes de billets ou de monnaie, mais il y a aussi les AEN. Donc lorsqu'on regarde ces trois facteurs qui sont les AEN, les AEN, ça veut dire les avoirs extérieurs nets ou les réserves de change. Merci. Très bien. Donc les AEN, je m'excuse. Très bien. Les AEN ou ces trois facteurs, si on les regarde un petit peu d'une manière, je dirais, bien approfondie aujourd'hui, on va remarquer qu'ils ont augmenté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incidence négative sur la liquidité, ce qui améliore la liquidité du système bancaire. Donc le problème est que le crédit ralentit parce qu'il y a un manque de liquidité. Je crois que ça, c'est pas ça la vraie raison. Ouais, c'est pas ça la vraie raison. Bon, je passe vers votre question qui est du taux d'intérêt. Oui. Bon, Alors, le taux directeur de Banque El Maghrib est à 2,5%, qui est quand même un chiffre qui est historiquement bas. Alors, si vous me dites en plus que c'est censé baisser encore plus, on explique ça comment? Pourquoi Banque El Maghrib baisse autant son taux directeur? Justement, pour mettre à la disposition des banques les moyens de financement, les moyens de refinancement, et pour donner du souffle donc aux banques afin de distribuer plus de crédits. Donc c'est un peu le schéma. Donc quand on baisse, c'est pour augmenter encore la liquidité. Donc ça c'est un peu paradoxal. Oui. Il y a donc il y a sur liquidité, donc la Banque centrale, elle essaye encore d'encourager les banques à octroyer plus de crédits. Mais bon, peut-être les causes, si on retourne vers les causes. Donc il y a le taux directeur qui est bas, mais paradoxalement, il y a les taux débiteurs qui sont très hauts, donc comparativement aux taux créditeurs par les banques. Donc quand vous avez un compte sur carnet ou un compte rémunéré, donc là vous allez toucher donc du miette. Alors quand vous faites un emprunt, vous devriez donc payer 7%, 8%, 10%. Donc il y a un écart très important entre le taux débiteur et le taux créditeur. L'écart entre moi, épargnant, et si je place de l'argent, que ce soit dans un compte assurance épargne retraite ou que ce soit sur un compte sur carnet, c'est très faible. Alors que si je passe à découvert en taux débiteur, là par contre, et puis on met ça à l'échelle d'une entreprise, ça peut devenir très coûteux. Après, ça, c'est une question d'appréciation de risque aussi. Hein. Les risques étant, il y a une géométrie des niveaux de risque en fonction du profil de l'emprunteur. Ça, c'est un sujet. Mais les taux, ce qui permet à BAM de garder 2,5% de taux directeur, c'est que, d'abord, la situation macroéconomique, les grands agrégats tiennent la route. D'accord. On a une inflation aussi qui est sous contrôle. On est, je pense, à 1,2, 1,3, etc. Et puis les AEN, les avoirs extérieurs nets, aujourd'hui, on est pratiquement à 6 mois de 6 mois d'importation. Et vous savez que quand les avoirs en devises augmentent dans un pays, ça se traduit immédiatement par une injection de monnaie locale dans l'économie. On importe de la devise, donc on a plus de réserves de change, ça veut dire qu'on a plus de dirhams injectés dans le système. Et inversement, forcément, quand on a une balance commerciale déficitaire ou qu'on a une position qui se détériore, il y a plus de devises qui sortent, donc c'est une ponction sur les dirhams au niveau du marché local. Aussi une chose, c'est que, si on revient à la décision de BAM, BAM il a pris la décision de réduire le taux directeur donc de 2,75 à 2,5 en décembre. Très bien. Moi, en tant qu'observateur, en tant qu'analyste de la situation, on croit que les banques, normalement, ils devraient répondre à la baisse. Ça veut dire, s'ils sont financés avec un taux qui est plus faible, ils devraient taux plus bas. Voilà. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt, ils ont resté alignés, sauf pour le taux d'intérêt sur les crédits à l'équipement. Ça, c'est une grande question qu'on peut poser. La Banque centrale, c'est en termes de transmission. Ça veut dire, est-ce que les décisions sont bien interpellées, bien interprétées par les banques? Ça, c'est une question, c'est très, on peut prendre du temps pour pouvoir discuter sur ça. Deuxièmement, c'est que lorsqu'on regarde les taux d'intérêt, ils n'ont ni augmenté, ni baissé. Ça veut dire qu'ils ont resté sur la moyenne de long terme stagnants. Donc, ce qui ne peut pas aussi expliquer pourquoi les crédits baissent, puisque la prime de risque n'a pas changé. Les taux d'intérêt sont restés stagnants. Donc, il y a une troisième piste de réflexion sur les raisons du baisse du crédit. L'interprétation que je fais de la chose, c'est une proposition, c'est qu'il faut revenir un petit peu dans le temps. Je reviens un petit peu vers 2013. En 2013, il y a 2 circulaires qui sortent de Banque El Maghrib. Première circulaire, c'est une circulaire sur ce qu'on appelle le quantitative easing, qui a été utilisé par la Banque centrale. Donc, ce qu'on appelle les politiques monétaires non conventionnelles. Puisqu'on a remarqué que le crédit ne marche pas pour les très petites et moyennes entreprises, la Banque centrale a commencé à donner des crédits de long terme, qui ont une maturité de 2 ans. Comme ça, il veut attirer les banques à donner plus de crédits aux petites et moyennes entreprises. Comme ça, on peut un petit peu aller de l'avant. Mais c'est quoi le problème? C'est qu'en lisant le premier article de cette circulaire, qu'est-ce qu'on trouve? Tous les crédits sont financés, sauf le crédit immobilier, pour la promotion immobilière.
Et là, c'est bien, mais c'est une indication de Banque al-Maghrib du fait que chaque banque qui veut financer l'immobilier ou la promotion immobilière ne peut consacrer ces montants qui sont de la politique monétaire non conventionnelle de Banque al-Maghrib vers ses crédits. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne deux messages. Le premier message, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'immobilier. C'est l'interprétation qu'on fait de la chose. Le deuxième message, c'est qu'elle incite les banques à ne pas aller vers ce segment. Et là, on remarque ce qui se passe dans le secteur, ça veut dire dans le crédit immobilier. Il est en train de baisser. Bon, ça, c'est la première interprétation. Attendez, je vous arrête là. Oui. Je vais juste faire réagir, parce que là, finalement, vous êtes en train de me dire que ce qui se passe dans le secteur immobilier serait l'origine de ça serait le manque de financement de la promotion immobilière. Vous êtes d'accord avec ça? Je vous ferai réagir. Pour le crédit immobilier. Je dis pour le crédit immobilier. Vous avez dit promotion immobilière aussi. Oui, parce qu'il y a une partie du crédit immobilier, il y a le crédit habitat, comme vous l'avez expliqué, il y a la promotion immobilière. Et lorsqu'on part dans la circulaire, dans les crédits qui sont destinés à des très petites et moyennes entreprises, la partie qui est consacrée à ces crédits-là, hors promotion immobilière. Et là, je peux renvoyer vers la circulaire. Bon, je donne le numéro, comme ça on peut être plus voilà, bon, c'est voilà. Donc c'est la circulaire qui se date numéro 5, 2015, 31 décembre 2015. Bon. Ok? Donc c'est un petit peu très récent. Donc vous avez ici hors promotion immobilière. C'est moi. Donc là, c'est justement, donc Oui. ça c'est un peu paradoxal. Tout à l'heure, quand j'ai commencé donc de parler de la baisse des crédits, donc moi j'ai dit que les crédits à l'immobilier, que ce soit le crédit à l'habitat ou le crédit aux promoteurs immobiliers, donc a baissé et a entraîné par conséquent la baisse de tous les crédits, le crédit de consommation, les crédits d'investissement, les crédits aux sociétés, etc. Maintenant, donc avec ce circulaire, donc là, c'est comme si on veut garder la situation telle qu'elle existe maintenant. Donc je pense que normalement, on devrait donc encourager tous les secteurs, que ce soit l'immobilier ou la consommation, l'investissement, donc pour pouvoir sauver ou pour pouvoir accélérer un peu le taux de croissance des crédits bancaires. Et justement, donc il y a, je ne sais pas, est-ce qu'on va parler maintenant ou par la suite. Donc là, il y a une sorte d'attente. La population, il attend l'apparition, le commencement du travail des banques participatives. Alors ça, on va y arriver. Avant qu'on y arrive, je veux quand même demander à un ex-banquier, vous qui étiez à l'intérieur, vous étiez derrière, aujourd'hui une baisse de taux directeur de Banque al-Maghrib, là c'est vrai que c'est la vraie question, est-ce que ça devrait impacter mécaniquement sur les taux proposés par les banques à la clientèle? Il y a une banque qui a été extrêmement agressive sur le marché en baissant le taux, 3,99% hors assurance, mais après il faut parler hors taxe, hors assurance, c'est autre chose, on a les taux effectifs global, le TEG, le fameux TEG, si on pouvait juste expliquer ça, mais aussi, est-ce que on peut s'attendre à ce que l'ensemble des banques baissent leurs taux pour les crédits immobiliers pour relancer la machine? Écoutez, mécaniquement, je devrais dire en principe. En principe. En principe. Mais Banque al-Maghrib n'oblige pas? C'est-à-dire à partir du moment où Banque al-Maghrib dit je baisse le taux directeur, il n'y a rien qui oblige les banques à baisser leur taux. C'est un signal que donne le régulateur. Mais c'est pas, il ne peut pas obliger les banques ça n'a pas de sens. Maintenant, les banques, ça n'a pas de sens pour vous. Moi qui demande un crédit, je peux me dire. Pas de sens dans le sens de l'obliger. Oui. Les obliger, Ouais. ça n'a pas de sens. Ouais. Enfin, elle donne un signal très fort. Oui. D'accord? Maintenant, est-ce que les banques vont le baisser et où mettre le curseur? Parce que c'est ça la question. C'est une autre question. Ça dépend aussi des positions de liquidité de chaque banque. Certaines banques sont très à l'aise. Donc, sont peut-être un peu tendues. D'accord? Certaines vont peut-être vouloir lâcher des dépôts rémunérés plutôt que d'aller se refinancer auprès de la Banque centrale, etc. Dire, voilà, je privilégie la rentabilité plutôt qu'au niveau du volume, etc. Donc chacune a sa stratégie. Maintenant, pour revenir, parce que pour le crédit immobilier, je ne pense pas très franchement que ce soit un problème de taux, très franchement. Ce n'est pas un problème de taux. Et d'ailleurs, dans plusieurs sondages qui ont été faits, la raison du taux, ou en tout cas vient souvent en 3e ou 4e position dans le souci des promoteurs. Alors, on reviendra sur la raison, parce qu'il y a le prix aussi de l'immobilier qui joue là-dessus. Et simplement pour dire que, est-ce que les banques ont fermé? Non. Je pense que plusieurs grands groupes ont clairement affiché leur intention de se désendetter. Vous prenez les Big Five, ou les 10 premiers promoteurs immobiliers du Maroc, ils ont tous clairement affiché une stratégie de génération de cash. Oui. Pourquoi? On revient là-dessus. On fait une pause et on revient là-dessus juste après.
baisse du crédit et non pas du taux de crédit. C'est justement ce qu'on était en train d'expliquer. C'est ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui dans 60 minutes pour comprendre. Alors c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est de savoir aujourd'hui quelles vont être l'attitude des banques. Est-ce qu'elles vont être beaucoup plus agressives pour essayer de donner du crédit? Mais alors à ce moment-là, quand on voit que en 2014, on a une hausse des impayés des ménages, ça totalisait 22 milliards et demi de dirhams, et les créances en souffrance des entreprises ont dépassé 29 milliards de dirhams, c'est plus de 6 milliards de dirhams sur un an. Est-ce que ça aussi, ce sont des indicateurs qui font que les banques vont être de plus en plus, on va dire, restrictives sur la manière d'accorder des crédits? Très bien. Bon, sur la question du comportement des banques, avant tout, il faut savoir que lorsqu'on analyse les raisons de ralentissement du crédit, il faut voir les deux facettes. Ça veut dire, premièrement, la demande et l'offre. Donc maintenant, on se met sur la place de l'offre, ça veut dire les banques qui vont offrir du crédit. Très bien. Sur la place de l'offre, les banques, ils ont des contraintes, comme ça a été signalé auparavant, c'est que les banques font du business, ça veut dire qu'ils cherchent le profit par rapport à leur activité, même s'ils font de l'intermédiation financière. Très bien. Les banques, premièrement, au Maroc, je vais pas dire que je les comprends, mais les banques, ils ont aussi des charges qu'ils doivent respecter, ou je dirais de la réglementation qu'il faut respecter. Très bien. En 2013, ce qu'on a constaté dans la réalité marocaine, c'est que Banque al-Maghrib a sorti une circulaire qui oblige les banques d'augmenter leurs fonds propres. Ça veut dire, les fonds propres, c'est ce qui est derrière, pour pouvoir sécuriser les investissements des banques, pour être simple. Donc, ils ont augmenté le ratio de solvabilité, donc ce qui est une garantie vis-à-vis de l'investissement des banques, ils l'ont augmenté de 10 à 12. Très bien. Ça veut dire quoi pour un simple citoyen marocain? Ça veut dire qu'on a augmenté l'exigence sur les banques, ce qui veut dire qu'on va réduire le crédit qui va être octroyé. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon économique, l'effet de levier. Vous avez réduit l'effet de levier des banques. Dans ce sens, ils seront amenés à réduire leur crédit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que les banques, lorsqu'ils sont dans une situation, je dirais morose, ça veut dire une situation où vous avez un certain ralentissement de la croissance. Est-ce qu'ils vont avoir un comportement plutôt, je dirais, riscophile? Non, c'est l'inverse. Ils vont avoir un comportement riscophobe. Ça veut dire qu'ils vont chercher à réduire la prise de risque. Donc, ils vont financer les projets qui sont les plus sûrs sur les projets les plus risqués. Donc ça, c'est l'arbitrage que vont faire les banques. C'est ce qu'on appelle, nous, je dirais dans notre jargon, en tant qu'économiste, c'est ce qu'on appelle l'accélérateur financier. Ça veut dire la prime de risque va augmenter, ce qui fait que les banques vont réduire l'offre de crédit. Donc ce qui veut dire que dans une situation pareille, où les banques réagissent dans cet environnement, vous avez plus d'exigences de la part de la régulation financière, vous avez aussi un certain ralentissement de la croissance, ça veut dire que vous n'avez pas une certaine visibilité sur la reprise économique du pays. Et troisièmement, vous avez une certaine prise de risque qui devient excessive. Dans ce sens, les banques, je pense que le comportement normal qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réduire le risque. Je ne dis pas, pour être précis dans mes termes, je ne dis pas qu'ils vont faire du rationnement du crédit. Non, ce n'est pas du rationnement du crédit. Je peux dire qu'ils peuvent faire du rationnement du crédit soit par la quantité ou par le prix. Ça veut dire si une entreprise demande du crédit, on ne va pas lui donner 100%, on peut lui donner 50%. On peut lui donner 60%. Même chose pour les individus. Non, mais ça, je pose des questions, encore une fois, très, très naïves sur le rôle des banques, justement dans une situation de baisse de croissance, ou dans une conjoncture qui est morose, ou quand il y a des liquidités, ou quand Banque al-Maghrib, justement, baisse ses taux directeurs. Est-ce que c'est pas le rôle des banques citoyennes de devoir, justement, amorcer la croissance, essayer, justement, de créer des projets? Oui, justement, je suis d'accord avec vous, M. Tedlaoui. Donc, les banques, normalement, ils doivent être des banques citoyennes. Ils doivent donc participer dans la croissance économique. Donc, c'est vrai que le taux de croissance a baissé l'année dernière et ces dernières années, comme en fait le taux de croissance des crédits. Mais pour participer donc à la croissance économique, tout le monde doit faire un effort. Et même les banques, ils doivent réviser les taux débiteurs. Ils doivent encourager les particuliers et les entreprises à faire des crédits, à créer des entreprises, à créer de l'emploi. Et justement, donc, normalement, l'État doit aussi donc, faire des efforts là-dessus. Donc, auparavant, il y avait donc des projets, des programmes pour encourager les jeunes à créer leur propre entreprise.
comme les jeunes promoteurs, ça fait longtemps. Maintenant, donc, avec l'état actuel, je pense qu'il doit faire un effort envers les jeunes, leur donner les moyens. Donc, il y a l'assurance, il y a les garanties. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu mon camarade en train de défendre les banques. Mais qui défend les intérêts des citoyens marocains? Normalement, c'est l'État qui doit prendre en charge ces jeunes, surtout les jeunes diplômés, des ingénieurs qui ne trouvent pas de boulot, donc des gens qui revendiquent le travail. Pourquoi ne pas leur donner les moyens financiers? Et surtout qu'on a assez de liquidités, on a des surliquidités sur le marché. Pourquoi ne pas donner à ces individus donc les moyens financiers? Et bien sûr, il faut les encourager, il faut donc faire l'appui à ces jeunes pour qu'ils créent de la richesse, pour qu'ils créent des entreprises qui sont des entreprises qui participent dans la croissance économique. Alors justement, il y a des fonds comme la CCG, la Caisse centrale de garantie, où il y a pléthore de fonds qui permettent de garantir. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des mécanismes qui peuvent accélérer ce type de financement pour cette cible-là. On peut même parler du statut d'auto-entrepreneur, où il peut y avoir des modes de financement sur des montants qui ne doivent pas être énormes. Ce sont des mécanismes qu'on doit mettre à profit aujourd'hui pour essayer d'amorcer la pompe. Je pense que c'est déjà le cas. Que ce soit la CDG, la Caisse centrale, bien sûr les garanties, la Caisse pour garantir les marchés, etc. C'est déjà le cas. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que peut-être le système bancaire est au centre d'un système à cercle circonféré. Chaque fois, il y a le système bancaire qui est au centre, mais quand il y a des gens qui ne peuvent pas accéder au système bancaire stricto sensu, on met en place des mécanismes. Exemple, les gens qui ne peuvent pas être bancarisés en l'état, on y a mis en place du microcrédit. Oui. D'accord. Les gens qui ne peuvent pas avoir accès au crédit logement, on a mis le FOGARIM, le FOGALOGE. Dans FOGARIM, FOGALOGE, il y a FOGA, donc fonds de garantie. Chaque fois, pour essayer de l'amarrer au système bancaire, il faut ce que j'appelle un connecteur, un adaptateur. Même chose, si on veut que les jeunes entrepreneurs, les PME, les TPE aussi, parce que c'est l'éternel débat, ce débat existe depuis 40 ans, il ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas juste au Maroc, parce qu'on a l'impression qu'on est les seuls à avoir cette problématique du financement de la PME, de la TPME. Là, on va rentrer dans un sujet mais c'est important de le dire. Ce problème existe en France, mais il n'existe même pas en France. Il existe aussi en Allemagne, il existe en Angleterre. Et si vous allez voir les TPE et les PME en Angleterre et en Allemagne, elles ont exactement le même discours. Donc si on veut donner accès à la TPE et à la PME au financement, si elle n'a pas accès au système bancaire, pour des raisons qui lui sont propres, de ses propres critères d'acceptation, etc., de réglementation, de règles prudentielles, il faut mettre, encore une fois, l'adaptateur. Est-ce qu'il ne faut pas créer une banque de développement, comme une sorte de BPI? Est-ce qu'il ne faut pas multiplier les canaux de financement? On ne peut pas avoir la prétention de dire que le système bancaire va financer l'ensemble des besoins. Si on a cette prétention, je dis qu'on a tort. Donc il faut multiplier les canaux. C'est quoi les canaux? Peut-être qu'on le verra en dernière partie de l'émission. Comment multiplier les points d'accès de financement à la TPE et à la PME. Maintenant, pour revenir au financement, la liquidité est là. Ce n'est pas un problème de liquidité. Le ratio de solvabilité qui est à 12%, je suis tout à fait d'accord, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit un blocage. En revanche, parce que 75% du PNB, c'est-à-dire du chiffre d'affaires des banques, produit net bancaire. Produit net bancaire. Allez, certains on dit valeur ajoutée, chiffre d'affaires, on va dire chiffre d'affaires pour vulgariser. 75%, dépendamment de chaque banque, parce que les périmètres ont changé entre ce qui se passe en Afrique, etc. Mais 75% du chiffre d'affaires de la banque, c'est de la transformation, c'est-à-dire du crédit. Je vois mal une banque qui a du cash et qui refuse de le donner parce que c'est se tirer une balle dans les pattes et s'abstenir de revenus. Oui, maintenant, il y a le risque. Voilà. On gère le risque. Et c'est là où on se rejoint. Il y a un autre problème, c'est que la Banque centrale, elle a introduit aussi, en introduisant le ratio de solvabilité, je suis tout à fait d'accord, parce que je ne suis pas avec la banque. Je ne suis pas aussi avec la Banque centrale. Je dis simplement... C'est pas une insulte. Voilà. J'ai dit simplement, c'est qu'en augmentant la Banque centrale et les banques, ils ont un intérêt. C'est quoi? C'est que, n'oublions pas qu'ils ont un intérêt pour l'épargnant.
ça veut dire le déposant. N'oublions pas que le passif des banques, ça veut dire le ressource, c'est majoritairement c'est notre argent, c'est les dépôts. Les dépôts. Voilà. Donc ces dépôts-là, il faut les sécuriser. Il faut être sûr que cet argent-là ne sera pas utilisé dans un projet qui sera risqué où on va perdre nos dépôts. On ne veut pas demain qu'on sera un bankrun, ça veut dire on sera dans une panique bancaire où les gens vont courir vers les banques. Ça, c'est premièrement. Je dis pas que le ratio en augmentant, mais on a augmenté le ratio, mais aussi on a obligé les banques à s'aligner au ratio de liquidité. Et là, il faut faire l'arbitrage. Vous exigez que le ratio de solvabilité augmente, ça veut dire vous réduisez le robinet du crédit. Ça, on est d'accord sur ça. Et les gens qui connaissent un petit peu le monde du crédit savent ça, parce que vous augmentez le ratio de solvabilité. Mais en même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous serrez aussi la liquidité. Vous obligez les banques à s'adapter à des ratios de liquidité. Je parle ici des ratios de liquidité qui sont nouvellement mis par Bâle 3. Donc là, vous mettez un petit peu, moi je comprends beaucoup le Maghreb parce qu'il veut sécuriser le système. On ne veut pas tomber dans une crise ou dans un problème. Mais là, vous êtes en train de réduire les possibilités qu'ont les banques pour donner du crédit. Et là, ça deviendra un problème d'offre. Mais il y a aussi un problème de demande, parce que maintenant, dans le jargon... Justement, en parlant de la demande, parce que quand je parle aux banquiers, quand on parle aux banquiers, ils nous disent, OK, nous on veut bien financer, mais on manque de projets, on manque d'innovation, on manque de projets bancables. Parce que c'est l'éternel dilemme entre, bien sûr, les PME et ceux qui veulent les financer et ceux qui financent. Est-ce qu'il y a un moment aussi, il faut faire un mea culpa, malgré toutes les visions, toutes les stratégies d'accélération industrielle qu'on peut avoir dans notre pays? Est-ce qu'on est arrivé à un moment, lorsqu'on voit ce taux de croissance du crédit de 0,5%, on se dit, mais on est arrivé au bout? Est-ce qu'on n'a pas encore renouvelé toutes ces énergies qui devraient être créatrices de valeur, d'emplois et d'entreprises? Oui, justement, donc c'est comme si le produit crédit devient donc dans la phase déclin. Donc c'est comme le cycle de vie de n'importe quel produit. Donc là il y a l'étape de démarrage, puis la croissance, puis le stade de stagnation, puis la maturité, puis après donc il y a la décroissance. C'est comme si on est dans la décroissance, alors qu'on est encore un pays qui a besoin de tout. Donc on devrait donc être un pays industrialisé. Donc on a une agriculture qui participe par raison de 20% dans le PIB. Nous avons donc besoin de s'ouvrir sur l'industrie, donc et d'encourager les jeunes promoteurs, les jeunes ingénieurs pour faire l'investissement dans l'industrie. Et comme ça, donc, on va augmenter le taux de croissance du PIB. Et comme ça, donc là, la chaîne de la croissance va se démarrer, donc et les crédits bancaires là donc vont suivre. Donc normalement, c'est un cycle. Si on encourage l'investissement, on encourage les crédits et on participe tous dans la croissance économique. Alors quels sont, justement, on va arriver à parler de tous les autres modes de financement qu'il peut y avoir, à part le crédit. Et c'est vrai que, bon, pour les entreprises, il y a la bourse, mais on voit bien donc les introductions en bourse se font de plus en plus rares en ce moment. Et il y a la finance, bien sûr, participative, que beaucoup de gens attendent avec impatience, et on en parle depuis très longtemps. Des dispositions réglant les problèmes de fiscalité, de double imposition, de double enregistrement ont été réglées. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. On voit beaucoup de conventions qui sont signées entre les grandes banques de la place et pour ouvrir leurs filiales de banques participatives. Est-ce que, dans un contexte pareil, est-ce que ça va être compliqué pour elles, ces banques participatives, ou au contraire, est-ce qu'elles vont arriver finalement dans un contexte où ça va leur permettre de prendre leur place? Peut-être que je vais donc tout à l'heure, donc là j'ai commencé par citer la finance alternative et les banques islamiques. En fait, donc, ce problème-là de la décroissance, du taux de croissance des crédits, normalement, peut-être qu'il est dû en partie à une attente. Donc, il y a une bonne partie de la population qui attend. Vous croyez que ça a un tel impact aujourd'hui? Est-ce qu'on a les moyens de mesurer qu'il y a des gens qui sont dans l'attentisme en disant « j'attends qu'il y ait de la finance participative ». Oui, justement. Donc, je connais pas mal de gens là qui attendent. Donc là, ils voulaient faire des crédits du fait qu'ils ont entendu parler des banques islamiques. Non, mais on n'a pas d'études sur le sujet. Scientifiquement, on ne sait pas. En fait, moi, donc, j'ai encadré pas mal de travaux, donc il y a des étudiants, il y a des doctorants qui ont fait donc des travaux sur les produits alternatifs déjà donc qui ont été véhiculés par les banques classiques.
Donc ils ont pris des échantillons partout sur le territoire marocain. Il y a une bonne partie de la population, plus que 50% des interviewés, qui ont déclaré qu'ils attendent les banques islamiques comme ça pour faire des crédits, pour acheter participative. Oui, participative, alternative, bien sûr. Donc là, si les banques participatives participent, ils vont participer vraisemblablement dans l'augmentation de ce taux de croissance. Donc parce qu'il y a une frange de la population qui n'est pas bancarisée. Donc on a à peine plus que 50% de la population marocaine qui est bancarisée. Peut-être que les 50 qui restent vont donc se diriger vers les banques participatives. Et comme ça, donc on aura une augmentation des crédits bancaires. D'accord avec ça, c'est que Et surtout que, donc là, s'il vous plaît, je m'excuse. Donc surtout que les banques participatives, donc ils vont participer dans les investissements. Parce que quand on parle Modaraba, donc un projet d'investissement Modaraba, donc il y a la banque qui donne les fonds et il y a donc le Modarib, le particulier, l'entreprise qui va donc va faire la gestion du projet. Et donc il y a le contrôle, il y a le suivi de la banque. Donc il y a une certaine participation. Mais la question sera de savoir quelles seront les stratégies de ces banques participatives. Est-ce qu'elles seront orientées Mourabaha ou est-ce qu'elles feront de l'istisna, de la Musharaka, ou alors, comme la plupart des banques participatives, elles feront 80-85% de la Mourabaha. Ça aussi, c'est une grande question qu'on peut se poser. Ne serait-ce que pour générer des revenus dans un premier temps. C'est tout à fait normal. Parce que attention, faut raison garder. Les banques participatives, islamiques, alternatives, comme vous voulez, elles sont là pour faire de l'argent. Elles sont là pour faire de l'argent, qu'on ne s'y trompe pas. Donc, dans un cadre et dans une éthique qui est bien déterminée, mais elles sont là d'abord aussi pour gagner de l'argent, ce qui est tout à fait halal. Pour qu'on soit d'accord. Alors maintenant, pourquoi, le comment. Alors ça, c'est un. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut prendre un peu de recul. Ces banques vont venir. On attend, je pense, d'abord les décrets d'application, parce que c'est avec ça qu'on va savoir comment la mécanique de tout ça va être mise au point, quelle est l'architecture financière qu'on va demander à ces gens-là d'avoir, etc. Et une fois qu'on a ça, les stratégies commerciales et les stratégies d'approche et de ciblage de clientèle vont commencer. D'accord ? Mais il va se passer un temps. Il va se y avoir ce que j'appelle la courbe d'apprentissage. Vous ne pouvez pas démarrer une activité, certes, dont les prémices et certains précurseurs ont commencé il y a peut-être une trentaine d'années, mais véritablement, c'est maintenant que ça démarre. D'accord ? Donc, il y a toute une mise en place qui va se faire, une courbe d'apprentissage, et on va y aller très doucement. Donc moi, je prévois que ça va démarrer, mais je ne prévois pas non plus que ça va exploser. Il faut qu'on reste réaliste. Maintenant, ça va démarrer, ça a marché dans d'autres pays, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas chez nous, et chacun, en fonction de sa conscience, est libre d'aller là où il veut. D'accord ? C'est juste ça. Mais elles vont venir, mais ça, c'est une des alternatives, parce qu'il y en a d'autres. Est-ce que le contexte est favorable ? C'est-à-dire que là, la question était de savoir, vous avez cette analyse-là, ça peut être un point dans l'analyse de dire qu'il y a un attentisme par rapport à ça, mais on ne sait pas encore combien de temps ces gens-là vont devoir attendre, donc est-ce que ça a vraiment un impact ? Mais est-ce que c'est un environnement, un contexte, une conjoncture favorable pour l'arrivée de tels produits ? Bon, je crois que la question des banques participatives au Maroc, c'est une question très importante sur leur stratégie d'intégration. Bon, dans la conjoncture actuelle, donc si on prend en hypothèse que tout va rester dans la même situation, ça veut dire un crédit qui est ralenti dans les mêmes conditions. Très bien. Moi, je vois mal que les banques participatives vont rentrer dans un secteur où vous avez les créances en souffrance. Vous avez cité ça. Donc, créances en souffrance, ça veut dire les crédits qui font défaut. Ils sont maintenant aux alentours. Dans le dernier chiffre communiqué par BAM officiellement, sur son rapport, c'est 7,5%. Tout crédit confondu. Mais alors, mais le dernier on a des minimums, on a des minima, ou à la minimum banque, à la banque FMI considère qu'un pays est en défaut s'il atteint 10%. 10%. 10%. Et au niveau d'une banque? Mais la moyenne mondiale, voilà. Elle est plus à 3,5. Mais pour lui, une banque en crise, je parle d'une banque individuelle. Une banque en crise, oui. Voilà. Parce qu'il a dit, est-ce qu'il y a un repère? Un repère, chez le FMI et chez la Banque mondiale, dans tous les travaux qu'ils font, 10% pour une banque, c'est un indicateur
crise. Précoce de crise. Ce qu'on appelle les Alarmant. early warning. Alarmant. C'est ça. C'est un early warning, voilà. Donc je vois mal. Maintenant, on est à 9 parce que les derniers chiffres qui ont été publiés sur le site de Banque El Maghrib, donc sur statistiques monétaires, on est à 9%. C'est disparate entre les banques. Voilà, c'est disparate. une moyenne. Je prends en moyenne pondérée. Moyenne pondérée, bon, on connaît très bien le rouage de Banque El Maghrib, comment ça se fait. Très bien, mais Non, c'est 9%. vous. Bon, très bien. Mais 9%, c'est un petit peu le taux qui a été communiqué en janvier 2016. Voilà. Maintenant, une banque islamique qui rentre dans un secteur où le défaut, bon, enfin, il faut décortiquer, où ça se passe mal. Je crois que Sur vous quel connaissez... type de crédit Voilà, sur type Oui. de crédit. Bon, on peut dire l'habitat. L'habitat, c'est parmi les secteurs où il y a beaucoup de défauts. Très bien. Donc, maintenant, avec 9%, bon, je crois que le risque, c'est ça ce qui est important, c'est que le risque s'élève. Ça veut dire le taux, la prime de risque va s'élever. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que les banques islamiques, lorsqu'ils vont rentrer, je ne crois pas qu'ils vont s'aligner sur les taux qui sont sur le marché. Parce qu'ils ont, ce que vous avez indiqué, ils ont un apprentissage. Ça veut dire il faut qu'il arrive à une certaine économie d'échelle. Et elle parle même pas de taux, normalement. Non, je parle taux de rendement, pas taux de Oui. rendement. Voilà, taux de rendement. Ouais. Mais globalement, c'est... Le yield. Voilà, le yield, si on peut dire ça. Donc le taux de rendement, je ne crois pas qu'ils vont s'aligner. Donc maintenant, on est aux alentours... Bon, si je prends les taux, on est aux alentours de, en moyenne, entre tous les crédits, c'est à 6 à peu près, 6,5. Je ne crois pas qu'ils vont arriver à cette économie d'échelle. Ça veut dire arriver, dès le début, afficher un taux qui sera... Il y aura une petite différence. Donc, est-ce que ça sera attractif pour la demande? Moi, je ne crois pas. En plus que la prime de risque aujourd'hui, elle est un petit peu élevée. Parce qu'en regardant les créances en souffrance, on voit que le secteur a les gens qui demandent du crédit ont un problème dans des secteurs particuliers à rembourser ce crédit. Donc ça, c'est les deux grandes choses. Troisième chose, c'est la concurrence. Ça veut dire, lorsque ces banques vont rentrer, ils ne vont pas trouver un terrain qui est fertile pour leur positionnement. Vous avez des banques qui ont déjà des parts de marché. Vous avez 4 banques qui, ou je dirais si je prends 6, pour ne pas cibler les banques, si je prends 6 banques, ils capitalisent plus que 80% du marché. Donc là, il y a une grande question qui se pose. Ça veut dire, est-ce que les banques vont trouver... Bon, si vous ne trouvez pas des déposants, vous ne trouvez pas des ressources qui sont gratuites, parce que les dépôts à vue sont toujours gratuits au Maroc. Donc, si vous ne trouvez pas ces ressources-là qui sont accaparées par d'autres banques, vous ne pouvez pas faire bon marché et attirer beaucoup de clientèle, soit par le prix, soit par la quantité. Donc, c'est globalement ce que je pense par rapport à l'avenir actuel des banques participatives. Oui. Donc ça, c'est un point de vue, encore une fois, pessimiste. Moi, je pense que les banques participatives vont participer donc, avec les banques classiques à l'augmentation du taux de croissance des crédits bancaires et bien sûr donc, à la création de la richesse et à la création de l'emploi. Donc il y a une frange très importante au Maroc, donc peut-être qu'on va être stupéfait une fois donc les banques islamiques s'installent au Maroc. Donc il y a une bonne partie de la population là qui sont des croyants, qui ne déposent même pas leur argent en banque. Donc ils les déposent dans les coffres, etc. Donc il y a des commerçants, il y a des industriels qui maintenant, donc une fois les banques seront donc ouvertes, donc ils vont placer leur argent donc dans ces banques, ils vont participer. Et je pense qu'il y a plus de chances que les banques islamiques. Je dirais pas, donc là, tout à l'heure, donc mon ami il a parlé de la concurrence, mais ce sont deux produits un peu différents. Le taux d'intérêt d'un côté, alors il a parlé du taux de rendement, c'est le taux de rendement des investissements, donc c'est les fonds d'investissement islamiques. Donc là, c'est tous les secteurs halal, etc. Donc, et je pense qu'ils vont participer donc ils vont augmenter le taux de croissance économique et le taux de croissance des crédits bancaires, et donc il y a une bonne partie de la population qui va trouver emploi, qui va trouver le crédit qu'il veut. Alors, bon, juste parce qu'on ne parle pas de crédit, normalement. C'est là aussi, en termes de finances participatives, on ne va pas augmenter le taux de crédit. C'est-à-dire, c'est là aussi, c'est vrai que la conjoncture, on parlait de demande. Il y a des produits bon, de et prêt. produits, non, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est les crédits bancaires islamiques ou la participative. Bon, donc, et c'est là, les vases communicants, on peut en parler, mais c'est une autre histoire. Ça, on pourra parler de manière plus détaillée de la finance participative. Mais bon, c'était juste par rapport à la conjoncture. Si vous dites qu'il n'y a pas de demande, votre conviction, c'est qu'il y a une demande qui est en hibernation, qui est en hibernation et qui peut être déclenchée par la finance participative. Vous rejoignez ce point de vue-là? Je serais un peu plus que ça soit aussi significatif? Je serais un peu plus mitigé par rapport à ça. Dans la mesure où l'idée on a une zone d'intersection entre nous, dans la mesure où la banque participative est censée non pas
enfin, prendre des parts de marché, mais plutôt faire grossir le gâteau de la finance au Maroc. C'est ça qui est très important. L'inclusion financière. Et c'est l'inclusion financière, et c'est des gens qui, pour des raisons de conviction, etc., aujourd'hui, ne souhaitent pas ou ne sont pas dans le monde de la finance, le circuit de la finance, c'est-à-dire qu'il y a quelque part ce qu'on appelle en économie de la thésaurisation, même s'ils le font tourner l'argent, mais d'une manière pas officielle. Donc, c'est faire de l'inclusion. Donc l'idée, c'est de faire grossir plutôt que d'avoir un effet de cannibalisme par rapport à l'existant. D'accord? Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, la deuxième idée aussi, c'est de mobiliser l'épargne à travers ça. Alors tous les gens aujourd'hui qui ne sont pas dans le système bancaire, qui gèrent beaucoup de cash, il y a beaucoup de gens qui gèrent le cash encore dans le matelas, etc. On a encore une économie, même si, très important de le dire, le Maroc, au niveau africain et peut-être même dans la zone MENA, est un des pays où l'économie est la plus financiarisée. C'est très important, il faut le dire. C'est-à-dire que si vous prenez le total bilan de l'ensemble des banques rapporté au PIB, on est pratiquement à 120%. D'accord? Comparativement à d'autres pays d'Afrique et à certains pays de la zone MENA, c'est très élevé. Donc ça veut dire qu'on a le système de la finance qui est une véritable charpente métallique de l'économie du pays. D'accord? Voilà, alors je reviens maintenant donc l'idée c'est de faire grossir le gâteau, c'est aussi de mobiliser l'épargne et de démarrer doucement. Pourquoi je dis démarrer doucement? Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'à-coups. Il faut que ça réussisse. Pour la crédibilité de cette nouvelle finance, pour les gens qui vont avoir confiance et pour l'épargne qui va être mobilisée. Donc l'élément confiance est très important, sachant que de toutes les façons, encore une fois, que ce soit les banques conventionnelles ou les banques participatives, l'idée, c'est de faire de l'argent et c'est halal. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sachant que la finance participative sera plus chère. Hein? Alors, j'ai une nuance par rapport à ça. Elle l'était de manière mécanique parce qu'il y avait des problèmes fiscaux. Qui ça a été neutralisé en principe. Ça a été neutralisé, mais pas pour tous les produits. On est bien d'accord. Pas pour tous les produits, pas pour tous les produits de la finance participative. Donc de toute façon, à un moment donné, les entrants, est-ce qu'on devra considérer que cette finance devrait être plus chère? En gros, je fais toujours le parallèle avec le bio. Est-ce qu'il faudra payer le bio plus cher? Non, on a parlé de la situation actuelle. Oui. Ça veut dire, dans les circonstances actuelles, ça devrait être plus cher. C'est normal. Okay, parce que, il n'y a pas d'études sur ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas une certaine évaluation, je dirais, empirique sur la façon avec laquelle sera la tarification du taux de rendement. Mais sur les circonstances actuelles, ça veut dire si on veut faire uniquement des hypothèses, on peut dire que ça sera plus cher. Bon, j'ai dit les trois raisons qui existent. C'est la concurrence, la prime de risque et aussi, j'ai dit les taux d'intérêt. Donc ça, c'est un petit peu les trois facteurs qui, je dirais, c'est au préalable, ou je dirais c'est un avant-goût pour une analyse sur la tarification des banques islamiques. Mais je veux revenir sur ça, sur les banques participatives ou islamiques, comme on veut les appeler. C'est que, en revenant sur les banques islamiques, vous avez raison, c'est un problème d'inclusion financière. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Mais ce que ce que je peux dire sur les banques islamiques, c'est qu'on attend que les banques islamiques nous permettent de résoudre des problèmes. Par exemple, le problème de l'accès des TPME au financement, ça c'est un problème très important. Peut-être que la solution banque islamique pourra faciliter l'accès des S'ils font de la moucharaka. Voilà, puisque le législateur n'a pas encore, ça veut dire Banque al-Maghrib, qui va sortir tous les textes qui règlent cette situation, ils peuvent, je dirais, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont la législation à leur droite, ils peuvent faire ça, ils peuvent inciter les banques à avoir une certaine flexibilité en termes de moucharaka. Donc ça, c'est quelque chose qui peut résoudre. Parce que si on regarde par exemple les statistiques, les dernières statistiques qui sont affichées sur l'accès au financement TPME, c'est un petit peu, ça reste toujours alarmant. Donc ils n'ont pas un accès qui est suffisant. Même s'ils accèdent, ils n'accèdent pas à 100%. Ça veut dire qu'ils ont un rationnement en termes de quantité. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas tout le financement dont ils ont besoin. Donc ça, c'est un petit peu... c'est une analyse, je pense, que c'est très prématuré pour dire est-ce qu'ils vont réussir ou non. Surtout en manque de statistiques, parce qu'on n'a pas des données qui permettent de valider ça. Mais globalement, si les banques qui sont déjà installées depuis 30 ans ne réussissent pas à relancer le crédit comme il doit être relancé, même si, entre guillemets, moi je crois que le crédit, il devra rebondir, revenir à sa moyenne de long terme, parce que si on ne faut pas comparer par 2008-2007. Ça, c'était, je ne peux pas dire le terme bulle, scientifiquement, mais je peux dire qu'il y avait un boom. Il faut raisonner sur 10 ans? Voilà, il faut raisonner sur la longueur de long terme. Je peux aller jusqu'à 20 ans, parce qu'un cycle de crédit, ce n'est pas un cycle économique. Un cycle économique, ça peut durer jusqu'à 5 ans, 6 ans, mais un cycle de crédit, c'est 20 ans. En France et en Europe, ça fait 20 ans. Il nous reste à peu près un peu plus d'une minute. Vos perspectives pour cette année? Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? C'est maintenant qu'il faut demander un crédit? Je pense que oui. Oui. Clairement.
Clairement, la liquidité est là, les taux d'intérêt sont intéressants pour ceux qui veulent prendre l'intérêt. Donc oui, il faut y aller. Les banques, je pense, les banques aujourd'hui sont demandeurs et elles cherchent à placer. Il y a de la liquidité, ça c'est certain. Maintenant, ce que je voulais juste dire par rapport à la finance, ça c'est un des tuyaux, un des canaux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la bourse. Il faut aussi la développer. Il faut donner l'accès aux gens. Ça concerne les grosses PME et voilà. Il faut mettre en place les mécanismes. Il y a le private equity, il y a les business angels, il y a aussi le crowdfunding. On n'en a pas parlé. Mais ça, il faut mettre les structures pour. Il y a un vide juridique sur le code. Il y a un vide juridique. Aujourd'hui, il y a même pour les émissions obligataires. Il y a aujourd'hui un processus qui consiste à ce que 5, 10, 15, 20 entreprises se mettent ensemble pour émettre ensemble une émission obligataire, parce que si une entreprise le fait, essaie de le faire toute seule, elle n'aura pas accès au marché. Donc il y a des tas de choses. Mais ce que je dis, encore une fois, très important, multiplier les canaux de connexion pour que tout le monde ait accès au financement au financement, notamment la TPE et la TPME. Et juste un chiffre, pour ce qui est de la TPE, PME, au Maroc, elles sont financées à hauteur de 36%, ce qui reste un des taux les plus élevés de la zone MENA et de la zone Afrique. Je ne pars pas de la zone Europe, où on est sur des taux de 50 ou 55. Mais la problématique est la même partout. Hein. Ah, oui. Bon, donc quelle perspective pour cette année, alors, vraiment dernière perspective. Bon, est-ce que l'environnement est bien pour un crédit? Oui, mais il faut avoir un bon projet. Parce que les banques, finalement, c'est des gens qui gèrent le risque. Donc il faut avoir un bon projet. Vous êtes en train d'avoir le discours du banquier. Hein. Non, je suis en train de sécuriser. Non, parce que ce qui a causé la crise 2008 et même la crise 29, c'était un mauvais jugement du risque. Donc si on juge bien le risque, si on a des projets qui sont bien ficelés, qui sont bien effectués, les banques, je ne crois pas qu'ils vont, refuser de tels projets. Et deuxièmement, c'est très très important, c'est que lorsque la situation est morose, il faut essayer de libérer un petit peu les banques et le système financier, et non pas de l'enraciner dans beaucoup de réglementations, parce que ça contraint la force des banques à donner du crédit. Ça, c'est très très important. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet, et merci de votre effort de vulgarisation pour qu'on puisse mieux comprendre tous ces termes financiers. Excellent week-end, excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40. Ne ratez pas le best-of dimanche. Je vous dis bon week-end et à lundi.